Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Hildegarde, qui est journaliste et qui va nous partager son métier. Bonjour Hildegarde. Bonjour Aurélie, merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast. Avec plaisir. Comment vas-tu? Je vais bien, très heureuse d'être là. Avec plaisir aussi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, nous raconter rapidement ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à être journaliste? Bien sûr, donc je m'appelle Hildegarde, j'ai 25 ans, je suis née en région parisienne et j'habite depuis quelques temps à Poitiers. Niveau études, j'ai fait un bac littéraire au lycée et ensuite, j'avais pour ambition de devenir psychologue et vous vous en doutez, les choses ont beaucoup changé depuis. J'ai fait une première année de licence de psychologie et ça m'a énormément, passionnée de découvrir, la réflexion humaine, comment la pensée se mettait en mouvement. Mais j'avais quand même envie de retourner à ma passion première qui est la littérature. Donc j'ai pris une deuxième licence de lettres, toujours à l'université de Poitiers et j'ai choisi de continuer à étudier la psychologie en parallèle. J'ai pu faire ces études-là en France, également au Canada et en Espagne, dans le cadre d'une mobilité à l'étranger. Et c'est également dans le cadre de cette mobilité que j'ai découvert le journalisme pour la première fois. J'ai été correspondante pour un petit média français qui s'appelait Crosswords et qui consistait à étudier, un pays non francophone. C'est-à-dire que c'était un média qui réunissait des apprentis journalistes francophones qui étaient en itinérance à l'étranger pour leur permettre de présenter leur culture d'accueil. Et j'ai adoré parce que ça m'a permis de cumuler différentes passions qui étaient la rencontre avec autrui, le fait d'écrire, de transmettre des émotions, de raconter la vérité du terrain que j'ai pu rencontrer, des sensations que j'ai pu avoir, raconter, rapporter la réalité de mes interviewés et en même temps faire de la photo, ce que j'adore aussi. Et je me suis dit: «Mais c'est un métier absolument merveilleux». Moi, à ce moment-là, j'hésitais encore avec le fait de devenir psychologue, aller dans la communication et j'ai eu une sorte de révélation à ce moment-là et ça me permettait aussi de développer ma curiosité pour les autres cultures, mon appétence pour le voyage donc c'était un vrai plaisir et une fois que je suis retournée en France pour poursuivre mes études de lettres et de psychologie, je suis devenue bénévole dans une radio locale qui s'appelle Radio Pulsar et qui est une antenne du réseau Radio Campus, voilà, qui diffuse beaucoup en France et j'ai été bénévole pendant 4 ans et j'ai adoré faire des chroniques, animer des émissions. C'était une façon très agréable de découvrir le journalisme en étant encadrée. Ça m'a enjoint à continuer à faire des stages, à faire un petit stage à France Culture et j'avais aussi envie de découvrir tous les aspects du journalisme parce que je m'intéressais à la fois à la presse écrite, à la photo et à la radio. Donc j'ai fait un stage dans ce qui s'appelle la PQR, la presse quotidienne régionale, donc les titres quotidiens de presse écrite qui vont, publier tous les jours. J'ai beaucoup aimé aussi et j'ai fini dans cette année de césure de stage que j'ai prise pour pouvoir rencontrer un peu plus tous les aspects du métier, par faire un stage dans un média qui s'appelle Vivant et qui a vraiment donné un tout autre cours à mon tout début de carrière, parce que j'ai découvert le journalisme environnemental, c'est-à-dire le journalisme qui porte sur des questions d'environnement et de société, en l'occurrence. Ce média fait ce qui s'appelle du journalisme de solution, c'est-à-dire que l'enjeu, ça va être non pas de, seulement se focaliser sur les problèmes. Par exemple, la crise climatique est un problème, absolument angoissant, mais on va aussi mettre en valeur des solutions qui existent pour s'en sortir concrètement, mettre en valeur des initiatives locales, mais qui ont un véritable impact sur le territoire et qui peuvent même être répliquées à l'échelle nationale. Et ça m'a donné beaucoup de pouvoir, de puissance d'agir. J'ai trouvé un véritable sens au fait de réaliser des articles pour ce média. À la fois, ça me permettait de me cultiver sur des enjeux écologiques, qui me semblent très importants. On s'est intéressé au greenwashing, à la permanence des pesticides, dans l'air, aux énergies vertes. Est-ce que ça fonctionne, réellement? À la raréfaction de la ressource en eau. Plein de thèmes qui sont vraiment décisifs, j'ai envie de dire, pour l'humanité, mais avec un traitement local. C'était vraiment passionnant. Donc j'ai trouvé une forme d'utilité dans le journalisme qui m'a donné envie de continuer dans cette case très spécifique de journalisme de solution. C'est un peu un revirement parce que moi j'adore, aussi la technologie, j'adore la culture et donc je m'attendais plutôt à devenir une journaliste spécialisée dans le numérique ou alors dans le cinéma, dans la littérature. L'environnement a complètement bouleversé mon sens des priorités et m'a donné envie d'y dédier ma petite carrière. Parce que oui, pour moi, en fait, le journalisme, certes, c'est quelque chose qu'on fait quand on aime écrire et rencontrer des gens, mais c'est aussi une mission qui doit servir autrui. C'est une forme d'utilité sociale, c'est un contre-pouvoir politique. Et si on peut utiliser le journalisme pour redonner du pouvoir d'agir, de la puissance à nos lecteurs, à nos auditeurs,
et il me semble que c'est, une très belle façon d'envisager ce métier et une très belle raison de se lever tous les jours. Donc j'ai fait un stage passionnant dans ce média et c'est dans ce cadre-là que j'ai aussi intégré l'ESJ Pro, qui est l'École supérieure de journalisme de Montpellier, qui m'a permis de faire une alternance en restant 2 ans dans ce média et en faisant, toutes les 8 semaines, je quittais le média pour faire 2 semaines d'école à Montpellier, pour me professionnaliser. Et en parallèle, j'ai aussi rejoint une agence photo qui s'appelle Hans Lucas et qui me permet, toujours de vendre des photos aujourd'hui et de cultiver mon goût pour la presse écrite, la radio et la photo. Et j'ai fait des petits projets personnels de journalisme à côté, je sais pas si ça peut t'intéresser? Oui, vas-y. Pendant que j'étais en alternance, j'ai commencé à développer mes propres projets de journalisme de solutions. En 2021, moi, une petite équipe que j'ai montée avons remporté un appel à projet international lancé par une agence de podcast qui s'appelle Europod et qui nous a donné le budget pour partir sur notre temps libre dans 6 pays d'Europe. Et l'objectif, c'était d'intégrer pour des petits séjours des communautés autonomes, donc des gens qui choisissent de vivre totalement en autonomie ou partiellement par rapport au système, que ce soit d'un point de vue alimentaire, en construisant leur propre logement, en recréant un système politique complet. Et donc, on a fait ces immersions-là dans un podcast qui s'appelle Utopia, Eutopia. Et cette expérience nous a tellement plu que nous avons décidé, avec certains membres de cette petite équipe de podcast, de nous constituer en association une fois mon alternance terminée. Donc, en octobre 2023, moi et 2 collègues, donc, un monteur son qui est aussi mon compagnon et qui s'appelle Rémi Auguet et une de mes amies et collègues très chères qui s'appelle Kelly Gourdin, avons, grâce à une levée de fonds qui a duré plus d'1 an et demi, était en capacité, pardon, de partir pendant 5 mois de reportage à travers l'Europe, toujours exclusivement en transport en commun, dans l'idée de créer un podcast et une expo photo, pardon, itinérante, dans 5 pays. Donc le but était d'aller visiter ces pays-là et de chercher des solutions concrètes pour avancer dans la transition écologique et sociale. Donc par solution concrète, on ne parle pas d'éteindre la lumière et d'économiser l'eau des douches, c'est très important, mais on a essayé de trouver des initiatives qui peuvent vraiment changer la face d'un territoire. On a par exemple enquêté sur la mafia du bois en Roumanie et sur comment des citoyens se soulèvent face à la mafia quand l'État est incompétent dans la régulation de cette corruption et ce trafic illégal. Donc, on a fait différents types de reportages, d'autres beaucoup moins sensationnels aussi, mais qui ont quand même une importance. On a rencontré, je sais pas, des étudiants qui, ont découvert que la rivière, de leur ville était polluée et qui ont créé un club de plongée carrément qui réunit maintenant plus de 300 personnes, dont des archéologues, pour nettoyer les fonds marins et qui retrouvent des bombes de la Seconde Guerre mondiale. C'est assez fou. Voilà. Notre but était dans ce podcast qui s'appelle «Éveille ta ville», de montrer comment des gens, des associations, des chercheurs s'engagent de part et d'autre de l'Europe et comment ensemble on peut faire front et les solutions existent et elles peuvent être répliquées. Voilà un petit peu l'enjeu et on a créé ensemble, pour faire ces podcasts, une association qui s'appelle Aether Narratio, Aether N-A-2-R-A-T-I-O, qui est une association de journalisme de solutions qui nous permet donc de créer cette série de podcasts. Eh ben, super, merci pour ta présentation. Et puis maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement ton boulot? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment tu organises tes journées? Enfin, en quoi ça consiste d'être journaliste? Alors aucune journée ne se ressemble, surtout quand on fait différents formats comme, la presse écrite, le podcast, la radio, la photo. Moi, j'ai choisi d'être indépendante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dépends plus d'une rédaction, mais c'est moi qui vais proposer mes sujets à différentes rédactions. Donc, je vais repérer des sujets, ce qui va nécessiter de faire beaucoup de veille, lire beaucoup l'actualité, voir sur le territoire qu'est-ce qui pourrait être intéressant et ensuite démarcher des rédactions pour pouvoir leur proposer, voir si ça peut les intéresser et ensuite, lorsque une rédaction accepte, on va être employé par cette rédaction le jour de notre reportage et jusqu'à ce que le reportage soit remis, en fait. Voilà, c'est un système un peu particulier. Donc, le quotidien est très divers. Je peux avoir des commandes photos, que ce soit par différents médias ou je prends également, pour pouvoir mieux vivre du journalisme, des commandes plutôt de communication. Ça va être, une ONG, par exemple, j'ai fait une commande pour Amnesty International récemment. Au niveau de la presse, on va être beaucoup, nous, dans une recherche de financement, car on a autoproduit au début nos podcasts. Donc, il y a une grosse partie recherche de fonds, que ce soit au niveau du public ou du privé, avec l'envie de garder notre indépendance et de trouver des sponsors qui ne vont pas altérer notre ligne éditoriale, nous dire quoi écrire, pour garder, notre indépendance journalistique. Voilà, ce qui est un peu compliqué à décrire quand on est journaliste, c'est que, en fait, le journalisme peut avoir 1000 visages, puisque journaliste n'est pas un titre comme médecin, psychologue, qui va être conditionné par l'accès à un diplôme spécifique. On peut se déclarer journaliste, à partir du moment où on fait des productions
et on arrive à en vivre. On n'est même pas obligé d'avoir la carte de presse, on n'est pas obligé d'arriver à en vivre d'ailleurs. Voilà, c'est quelque chose qui peut quand même, donner un petit peu de crédit et permettre d'accéder plus facilement à des interviewés. C'est très difficile de décrire ce qu'est être journaliste, étant donné que, voilà, comme je disais, pas comme être médecin, il y a pas de critères, obligatoires à respecter. Par contre, si on veut avoir la carte de presse, il faut enfin, on fait du journalisme pendant plus de 3 mois et que le journalisme représente plus de 50 de ses revenus. Voilà ce qui peut être une indication de comment on peut se définir comme journaliste, même si c'est pas du tout la seule, le seul critère possible. Les journées sont longues. En ce moment, c'est plutôt du 10 heures, 23 heures, mais ça dépend, de chacun de comment chacun gère son rythme. Mais pour être honnête, en indépendant surtout, il peut être difficile de trouver un modèle économique stable les premières années, ce qui nécessite souvent de faire pas mal de concessions sur le temps libre, honnêtement. Notamment quand il y a des événements à couvrir, il arrive beaucoup que ça arrive le week-end en fonction de sa spécialité. Moi, je suis plutôt environnement et société, donc quand il y a des manifestations, des événements, ce genre de choses, les personnes sont plutôt disponibles le week-end, donc il faut être assez flexible, niveau horaire. Donc c'est des journées qui se passent complètement sur le terrain, à interviewer des gens, à prendre des photographies, à enregistrer des podcasts et j'ai des journées par contre qui sont complètement derrière mon ordinateur, à faire du montage, à retoucher des photos, à écrire, voilà, à envoyer, à discuter avec des rédactions, à chercher des façons de me rémunérer. C'est très divers. D'accord. Et donc, il faut investir dans beaucoup de matériel? Alors, quand on est, journaliste, photojournaliste, pardon, donc il va falloir avoir un appareil, photo compétent, un ordinateur qui fonctionne bien. Plus on va multiplier les formats dans le journalisme, plus on va avoir besoin d'être équipé. Quand on est journaliste, et écrit, donc l'ordinateur est toujours indispensable. Suivant comment on travaille, on peut, enregistrer sur le terrain avec un enregistreur ou y aller avec un petit carnet à l'ancienne. Moi, c'est mon cas. Pour ce qui est du son, on a besoin d'un enregistreur, donc comme je le disais, c'est pas excessivement coûteux, pas comme une caméra ou un appareil photo, pardon, mais c'est vrai que c'est un petit budget. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a besoin d'un bon casque, on a besoin de différents logiciels, donc traitement de texte, bien sûr, montage sonore, retouche photo. Ça peut être pas mal, mais les journalistes télé qui, là, vont avoir besoin d'une caméra, là, tout de suite, on est sur un autre budget. Et du coup, c'est un métier qui demande beaucoup d'initiative, je suppose? C'est ça. Surtout en tant qu'indépendant, on a besoin d'aller soi-même chercher la matière qui va nous servir à travailler. Il faut avoir un œil partout sur l'actualité. Quand on discute avec des gens, que ce soit au café, dans la rue, avec des commerçants, avec son garagiste, par exemple, et tout est une occasion, en fait, de repérer ce qui se passe sur son territoire et quel sujet peut être intéressant. Parce qu'en général, les meilleures histoires n'ont pas encore été couvertes, donc ça nécessite, d'être, un peu toujours à l'affût pour pouvoir trouver des idées de sujets qui pourraient être intéressantes, qui pourraient ou trouver un angle sur un sujet qui est connu, mais qui n'a pas été assez exploré. Voilà, donc c'est beaucoup d'initiatives et même quand on est journaliste salarié dans une rédaction, il faut soi-même être en capacité de proposer des sujets, être attentif à ce qui se passe autour de soi. C'est vrai que la curiosité, c'est une capacité essentielle. Est-ce que c'est un travail que tu fais principalement seul ou en équipe? Enfin, Oui, tout à fait, on est toujours en équipe dans cette association de journalisme de solutions, Aeterna Ratio. On est 3 et je dois dire que c'est extrêmement, ça fait beaucoup de bien en fait d'être en équipe quand on est indépendant. Que ce soit en étant indépendant journaliste ou en étant indépendant dans d'autres corps de métier, on ressent, j'imagine, une grande solitude de devoir, trouver des missions seul, démarcher, essayer de montrer son profil, essayer de toujours prouver ses compétences et en même temps avoir, le terrain et les dépenses que ça engage à côté. Donc c'est comme je l'ai expliqué à l'instant, c'est beaucoup d'initiatives et quand on fait face à ce rythme-là tout seul, ça peut être très dur psychologiquement, honnêtement, surtout quand ça met du temps de trouver un modèle économique rentable. Donc le fait de travailler en équipe est extrêmement important. Quand on n'est pas dans un cadre associatif, on peut rejoindre ce qui s'appelle des clubs de la presse, où on peut rencontrer d'autres journalistes indépendants, s'échanger des contacts, discuter de ce sur quoi on travaille. C'est nécessaire en fait, c'est une profession à la fois très solitaire, mais qu'on a besoin de mener en réseau, en ayant des contacts réguliers avec, d'autres confrères et consoeurs pour, qu'ils puissent, juste ne serait-ce que nous orienter ou dire ce qu'ils pensent parfois de notre angle. C'est bien de pouvoir mettre à l'épreuve son travail. Moi, je me considère comme indépendante, mais par exemple, pour une série photo, j'aime beaucoup l'envoyer à une consoeur pour avoir son avis sur ma sélection, pour voir si ça lui semble pertinent. C'était important de pas s'isoler, il me semble, même si c'est un métier qui peut être très solitaire, de garder, ses pairs, à côté de soi. Voilà, pour pas se sentir trop seul et déconnecté. quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, je dirais qu'il faut beaucoup de rigueur.
parce qu'on manipule quelque chose qui est très sensible, c'est la relation à la vérité. Moi, je pense pas qu'il existe de neutralité journalistique parce qu'en tant que journaliste, nous sommes des humains. Nous avons un parcours de vie, nous avons des études, nous avons des rencontres. Sociologiquement, on a été forgé par tout un tas de choses qui fait que il n'y a pas une seule vérité, il y a des milliers de façons de la voir, autant que d'individus. Par contre, je pense qu'on peut avoir une honnêteté intellectuelle, on peut accorder beaucoup de valeur à ce que disent nos interviewés. Il faut savoir les respecter, il faut savoir entendre, avoir beaucoup d'écoute, entendre ce qu'ils ont à nous dire, leur laisser l'espace pour s'exprimer d'une façon qui soit sécurisée, dans laquelle ils peuvent nous faire confiance. Il faut traiter cette matière avec respect. S'il y a des choses qui nous demandent de pas divulguer, s'il y a du contenu qui pourrait les mettre en difficulté, je pense par exemple là à des manifestations. Sur le côté photojournaliste, par exemple, faire très attention aux photos qu'on publie, respecter le droit à l'image au maximum, la dignité des personnes, et ça vaut aussi pour les interviews écrites. Faire attention, par exemple, quand on interviewe des personnes plutôt jeunes, qui pourraient regretter un témoignage, même s'ils nous donnent leur accord. C'est beaucoup de sensibilité. Il faut savoir mettre l'humain avant tout et toujours protéger ses sources avant de vouloir faire du sensationnel, être dans une forme d'honnêteté intellectuelle où parfois, en fait, on se fait une idée d'un sujet parce qu'on l'a compris comme tel, avant d'arriver sur le terrain, et parfois ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on s'imaginait, et il faut être flexible, agile dans sa façon de penser et être capable de reconnaître qu'on a eu tort, qu'on avait des présupposés, qui n'étaient pas les bons, et pouvoir sans cesse les remettre en question pour, bien faire son travail et traiter l'information comme elle doit être traitée, avec cette honnêteté-là, en regardant le terrain dans les yeux et en ne façonnant pas la réalité à l'image de ce qu'on voudrait qu'elle soit ou de ce qui serait plus commode d'écrire, de ce qui rendrait mieux quelque part. Il faut toujours avoir, cette recherche de vérité en tête, et oui, je pense que le journalisme, ça peut être une profession qu'on passe beaucoup derrière son bureau à écrire, certes, mais il faut vraiment, vraiment avoir ce goût de la nature humaine. Il faut savoir accueillir la parole de l'autre, la respecter, la comprendre. Ça, c'est très important, et je pense que, bah, le journalisme souffre d'une plutôt mauvaise réputation parce que pour plein de raisons, mais la défiance envers la presse est parfois encouragée par des comportements, non respectueux envers les sources, envers les interviewés. Il faut aimer, je pense aussi, bien sûr, raconter une histoire, aimer écrire. Même quand on fait de la radio, ça peut paraître un peu paradoxal, mais il faut aimer écrire parce que ce qu'on entend à la radio, c'est d'abord en général une forme qui a été au moins préécrite, un minimum, et il faut bien sûr aimer suivre l'actualité. Voilà, et sinon je pense qu'il y a aussi des exigences physiques parce que, c'est quand même un rythme de vie qui est assez intense. Il faut être prêt potentiellement, comme je disais, à travailler pendant les week-ends, à se déplacer rapidement, à être assez mobile. Si on aime voyager et bouger tout le temps, ça peut être, très, très passionnant comme métier. La carte jeune, a bien travaillé depuis que je suis journaliste. Bah, tant mieux. Et quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il est facile, de trouver un emploi ou de se mettre à son compte? Alors, trouver un emploi, ce n'est pas tout à fait évident parce que le journalisme, les auditeuristes l'auront peut-être déjà entendu, c'est une filière qui est connue pour être assez saturée. Il y a beaucoup de sélectivité. Pour devenir journaliste, comme j'ai dit, il y a pas besoin de faire un parcours en particulier, mais il est quand même très recommandé de passer par des écoles reconnues par la profession. Il y en a 14 en France, et en sortie d'école, ça permet d'avoir un peu plus de possibilités d'emploi. Mais même avec un CV constitué, avec, des expériences professionnelles, des stages et une école reconnue, il n'est pas du tout facile de trouver un CDI. C'est même plutôt, un cas assez exceptionnel quand on sort d'école. Il est plutôt commun d'enchaîner les CDD et de rester précaire, un petit moment. Et en indépendant, c'est encore pire. Beaucoup de journalistes, ont tendance à changer de métier autour de la quarantaine parce que, c'est assez épuisant, en fait, de toujours aller démarcher, des médias, d'avoir une rémunération qui est pas toujours à la hauteur. J'ai récolté quelques chiffres. Par exemple, on a 40 des détenteurs de la carte de presse qui cessent d'exercer après seulement 7 ans passés dans le métier. Donc c'est un énorme turnover, et on a aussi 66 des journalistes de moins de 30 ans qui sont en situation de précarité. Moi, c'est mon cas, par exemple. Après 1 an en tant qu'indépendante, je suis un petit peu près à 600 € par mois, pour être tout à fait transparente, alors que c'est le résultat d'une levée de fonds de plus d'1 an et demi qui me permet de me payer sur le projet de podcast, que je suis en train de réaliser actuellement. Donc c'est beaucoup d'efforts pour peu de rémunération, et il faut tenir, jusqu'à stabiliser son modèle, mais c'est difficile d'éviter cette précarité. Quand on est journaliste, comment on évolue? Alors moi, étant en tout début de carrière, je peux pas parler avec, un énorme recul là-dessus. Je sais que c'est très valorisé le fait de trouver une spécialité.
C'est-à-dire qu'on peut être journaliste généraliste si on aime avoir, des sujets différents, passer des faits divers, à des sujets d'environnement. C'est possible dans certains journaux de traiter chaque jour, des thématiques différentes, mais la plupart des rédactions aiment quand même avoir un ou une journaliste spécialisée dans une thématique. Ça peut être le sport, l'économie et donc c'est bien quand on se tourne vers le journalisme d'avoir, une curiosité pour tout, mais quand même des intérêts assez spécialisés pour pouvoir, plus facilement se distinguer et ça peut aider à évoluer dans sa carrière. Faire valoir une expertise, sur une catégorie, une rubrique particulière pour pouvoir avoir un poste titularisé et plus facilement avoir, le saint graal, CDI. Après, pour rapport à la rémunération, ça va vraiment dépendre du média qui recrute, de la situation économique dans laquelle il se trouve. Par exemple, la presse papier connaît une énorme crise, donc si c'est un grand titre national par rapport à un titre régional, il y aura pas forcément les mêmes moyens. On peut s'attendre à des salaires, tout à fait différents. Ça dépend de l'ancienneté aussi. Quand on a la carte de presse, on passe des paliers à un certain niveau d'année qui font qu'on ne peut plus être payé sous un salaire minimum, en fait. Donc ça va aider à nous accompagner dans cette évolution. J'ai recueilli, quelques chiffres. Pour les journalistes indés, en 2022, le salaire médian était situé à 1 623 € brut pour les tout nouveaux titulaires de la carte de presse. Donc on commence pas avec un salaire très élevé et après c'est extrêmement variable vu que pour les journalistes indés, ça dépend, de comment est-ce qu'on trouve des médias qui souhaitent nous rémunérer. Est-ce qu'on a réussi à instaurer pardon, des collaborations régulières? C'est extrêmement difficile de répondre. Désolée. Ouais, pas de souci, c'est la réalité. Quel est le parcours pour parvenir à être journaliste? Est-ce qu'il y a bon, tu parlais d'école tout à l'heure, est-ce qu'il y a des conditions, de niveau pour accéder aux écoles? Comment ça se passe? Alors, officiellement, pour être journaliste, il n'y a pas de critères requis. Parfois, on voit dans des rédactions des profils de personnes qui avaient un métier tout à fait différent, qui avaient une passion pour l'écriture, qui ont réussi à démarcher un journal, à montrer qu'ils savaient écrire et qui ont réussi à rentrer par cette profession, par cette voie un petit peu détournée. Mais honnêtement, on en voit très peu et on en voit de moins en moins parce que maintenant le système fait qu'on a tendance à beaucoup plus aller vers les écoles. Il y a aussi beaucoup plus de sélectivité. Alors chaque école, va avoir des critères différents. Mais en général, on retrouve le même, qui est d'avoir eu, différents stages, quelques expériences. Dans le cas de l'ESJ Pro, c'était 3 mois de stage minimum. Ça peut être en radio, en presse écrite, voilà, de pouvoir justifier d'une première expérience pour montrer qu'on sait où on veut aller, qu'on a déjà un petit peu testé ce métier à l'occasion d'un stage et ensuite ces écoles généralement, il y a des exceptions, par exemple, il y a des DU, mais la plupart de ces écoles recrutent à bac+3. Quelque chose qui est, apprécié en général, c'est d'avoir une licence ou l'équivalent licence dans un domaine qui va être différent du journalisme. On va vous apprendre à écrire, à angler un sujet, à le mener de A à Z. Ça peut être intéressant d'avoir, par exemple, une licence d'économie, de sciences humaines, de littérature pour, pouvoir déjà approcher cette spécialisation dont je parlais juste avant. Pour avoir des expertises qui soient autres que la capacité d'écrire, des capacités rédactionnelles, en fait. D'avoir des connaissances, par exemple, les profils qui viennent de Sciences Po sont très appréciés étant donné qu'ils ont pu toucher à la sociologie, aux sciences politiques naturellement. Il est bon d'avoir, pu développer sa culture générale à travers des études, diverses et variées. Ce i Les profils atypiques peuvent être très appréciés. Dans la promotion dans laquelle je faisais partie à l'ESJ Pro, on avait d'anciens photojournalistes d'une trentaine d'années, on avait des personnes qui débutaient tout juste. C'est quand même un milieu, il me semble, qui peut accueillir différents types de profils. Une personne qui avait plutôt, fait des métiers ouvriers, on peut, en fait, cette profession se nourrit aussi beaucoup de l'expérience du journaliste. Donc quelqu'un qui a déjà un contexte, qui a déjà des expériences dans différents milieux, peut arriver à le faire valoir dans sa pratique journalistique pour apporter des connaissances et des contacts, parce que le carnet d'adresse est hyper important dans ce métier, très unique. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite s'orienter, dans ce métier? Alors déjà, s'accrocher, parce que malgré, les quelques points négatifs que j'ai pu mentionner, les difficultés d'accès, les heures de travail intenses, je tiens à souligner que c'est quand même un métier merveilleux qui, moi, me nourrit l'âme au quotidien. Ça demande beaucoup de ténacité, il faut s'adapter aux imprévus, mais c'est aussi l'occasion, presque chaque jour, de rencontrer des nouvelles personnes qui me nourrissent intellectuellement, d'aller dans la contradiction, de renverser mes présupposés, de me remettre en question à chaque fois. C'est assez merveilleux. Ça me permet aussi de suivre de près l'actualité et ça me donne le temps de m'intéresser à des sujets parfois techniques. Je parlais au début du greenwashing, des énergies vertes.
que dans son quotidien, quand on a un métier, voilà, qui nous fait, 9h, 17h et qu'après il faut s'occuper de sa famille, il faut rentrer, se nourrir, tout ça. On n'a pas forcément le temps, de s'intéresser à la ressource en eau, à sa raréfaction, c'est parfois très technique. Là, c'est l'occasion, en fait, de devenir un petit peu spécialisé dans des sujets qui sont hyper importants. Il faut avoir, envie de le communiquer et un autre conseil qui me paraît important, c'est de s'ancrer sur un territoire donné. Parce qu'un journaliste n'est rien sans son carnet d'adresses et le fait de connaître son territoire, quels sont les acteurs, quelles sont les entreprises du secteur, qui a un moteur de changement, c'est très, très important. Et comme je disais, être attentif, garder un œil un petit peu partout. Si on n'est pas observateur, on ne pourra pas repérer des sujets qui vont, pouvoir, faire l'actualité ou en tout cas des angles qui n'auraient peut-être pas été traités. Le regard est très important, que ce soit en tant que photojournaliste bien sûr, mais en tant que journaliste radio également ou journaliste de presse écrite. Il faut aimer avoir l'attention du détail. Comme je parlais d'honnêteté intellectuelle au début, je pense que la déontologie solide, c'est quelque chose qui est clé. Il faut savoir faire passer la recherche de vérité avant la satisfaction de son propre ego et comprendre que le choix de la facilité, en fait, est rarement le bon choix. Il faut aimer choisir la complexité, je pense. Et bien sûr, respecter ses sources, respecter leurs paroles, être attentif, à leur bien-être lorsqu'on recueille, leurs témoignages et s'assurer de les maintenir en sécurité. Même quand parce qu'on manipule une matière sensible, un papier peut avoir, des répercussions sur la vie d'une personne toute sa vie potentiellement. Donc il faut être conscient de ce pouvoir-là et l'utiliser avec, justesse, respect et sensibilité, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Hildegarde, pour tous ces conseils, tout ce que tu as partagé avec nous. C'était vraiment un chouette moment. Donc, Merci à merci. toi. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci, bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!